Audio Jungle. Bonjour à tous, Matin Bonheur est de retour et vous le savez, c'est 95 minutes d'échange, de découverte, d'informations et ce durant les 5 jours ouvrés que compte cette semaine. Bonjour Marco. Bonjour Nessie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être notre compagnie aujourd'hui. Nous sommes le lundi 5 mars 2018 et on est très heureux d'être en votre compagnie pour ouvrir les vannes de l'antenne en direct et en intégralité sur RTI 1. Alors, ça a été le week-end? Parfait. Vous êtes bien amusé, oui, tout ça? Oui, je me suis reposée. Oh là là. Je suis même allée voir une exposition. C'était très beau. Oui, ça change un peu. C'est un week-end de riche, ça. Vous allez voir une exposition. Non. Par contre, tout le monde peut aller voir des expositions. Oui, c'est pas coûteux. Voilà, ça change. La bourgeoisie, de ce qu'on a l'habitude de voir. Par contre, nous, on va aller tout de suite, on va aller aussi faire une visite. Pourquoi pas, vous n'êtes pas la seule. On va aller faire une visite. On va aller quelque part dans le monde. Je vous envoie dans un endroit magnifique. Vous n'avez qu'à vous donner votre main. Enfin, prêtez-moi votre main. Je peux avoir des soucis, de problèmes ici. Je vous donne ma main. Destination le Portugal. Bienvenue, c'est Matin Bonheur, réalisation Soro Félicité. Bien sûr, le pilote qui nous emmène maintenant au Portugal et pour vous souhaiter la bienvenue et un très bon début de semaine. C'est parti. C'est un bel endroit pour faire sa déclaration, l'île de Cascais au Portugal. Et oui, c'est ça. Ça me donne des idées. C'est ça aussi Matin Bonheur. Matin Bonheur nous permet de découvrir d'autres lieux et nous permet de préparer aussi nos vacances. Parce que là, ça donne envie de partir en vacances. Et surtout de voyager gratuitement. Gratuitement. Voilà. Et également, le sport, il est gratuit ici. Vous avez la possibilité d'éliminer toutes les toxines et de garder la faune. Et c'est bien sûr avec la gym. 1, 2, 1, 2. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on repart encore avec une nouvelle session de gym, une nouvelle semaine de gym. On va faire beaucoup d'exercices dynamiques cette semaine. Donc, je vous invite à prendre une paire d'haltères, de faire de l'espace autour de vous. Et puis, on part directement pour des step touch là. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4, dernier, 1, 2, 3 et 4 à l'eau fesses. 1, on tire, 2, 3, on engage les bras, 4, encore, 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, 3, 4, dernier, 1, 2, 3, on repart step touch, 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, courage, 3,
4. On va faire des pas plus grands. Allez, on va chercher, on descend. Ok, voilà, super. On descend et on remonte. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Dernier. 1, 2, 3 et 4. Tout genou. 1, 2, 3, 4. On va à 20. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, soufflez. Step touch. 1. Toujours. Allez, on souffle un peu. On respire. On va aller sur la jambe gauche. Ok. Allez. 3, 2, 1. Et top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on revient. Step touch, toujours. Allez, on va rouler un peu les bras. Vous travaillez aussi les bras. Ok. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On cherche la vitesse lorsqu'on fait cet exercice. Les coudes, il ne faudrait pas les baisser, il faudrait bien les relever. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, alors on repart step touch. Tout doucement, on respire. Allez, courage. Cette fois-ci, on va faire coup de genou. Même côté, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernier 10. 1, 2, 3, 4. Courage. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on repart encore step touch. Ok. Cette fois-ci, on va tendre la jambe un peu sur le côté. Là. Ok, pour travailler le fessier. Allez. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On engage toujours les bras. 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, lorsque vous finissez, vous respirez un peu, vous soufflez. Ok, on fait un petit retour au calme. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. C'est bien, c'était une bonne mise en route aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une autre session de gym. Très bonne journée à vous. Allez, ciao. Merci beaucoup au coach Fabio. Et puis nous, on est déjà en musique ici, hein, sur ce plateau. Il y a Nessie qui danse un peu. Belle petite cadence pour commencer la journée. MC Solar avec son célébrissime Caroline, une musique qu'on n'oubliera jamais. C'est un grand artiste qui fête aujourd'hui 49 ans d'existence. MC Solar qui est né à Dakar, d'origine tchadienne. On a encore souvenance de tous ces tubes. Et puis il est de retour hein, avec son album Sonotone qui cartonne pas mal du côté de l'Europe. Effectivement, dans sa musique, on retrouve diverses sonorités, notamment la musique ivoirienne, du rap US, du jazz, beaucoup de sonorités en tout cas avec lui. C'est un patchwork de musique et ça fait toujours plaisir à entendre. Avec Caroline, Obsolète. Vous avez quel âge quand ça passait ce morceau? Vous avez 2 ans et demi? Non, c'est pas grave, je comprends. J'étais née. J'étais née. Vous connaissez aussi Bouge de là? Quelles sont les chansons? Toutes les chansons de MC Solar, vous savez, quand on grandit, la bonne musique nous suit et surtout que quand la musique est aussi bonne, elle ne prend aucune ride. Voilà. Ah, donc, puis il a 49 ans, on dirait pas, il fait toujours jeune MC Solar, il est toujours jeune. Il a les cheveux sel poivre. Oui, il est toujours beau, voilà. Et puis c'est un artiste très engagé, c'est un poète hein, des temps
temps moderne. Beaucoup d'artistes après lui se sont inspirés vraiment du vivier inépuisable hein, d'inspiration qu'il a. C'est l'un des premiers artistes ayant popularisé le rap français. Voilà. Joyeux anniversaire, MC Solar, si vous le voyez. Dites-lui que Nessie Solar et Marcelin MC lui souhaite un très joyeux anniversaire. Aujourd'hui également, on célèbre toutes les personnes du sexe féminin qui s'appellent Olive. Il y a aussi les hommes aussi. Oui, mon grand frère qui s'appelle Olive, qui aujourd'hui célèbre un an de plus. Olive, et puis Légré Olive, réalisateur donc, sur RTI1 qui, juste après nous, officie donc, est aux commandes de l'émission Rendez-vous. On souhaite une très très bonne fête à toutes les personnes, pronommant Olive. Et puis, concernant l'histoire, ça n'a rien à voir avec MC Solar, mais tout à voir avec l'histoire tout court. C'est le décès donc, de Joseph Staline, qui a dirigé de main de fer l'Union des républiques soviétiques socialistes. C'était en 1953. Il est décédé donc le 5 mars 1953. La suite Nessie à Matin Bonheur, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah bah oui, on a un autre No Comment qui nous emmène découvrir... Vous êtes sûr qu'on va dans No Comment ou c'est la chanson d'MC Solar qui vous a... Ah bah oui, vous voulez quand je vous dis cheveux longs, ah bah oui, les rastas. Quand je vous dis belle musique cadencée, effectivement. ça vous donne quoi? Bah vous savez, je vous perturbe au fait quoi, quand je suis à côté de vous. Bien sûr, c'est MC Solar qui m'a transporté. Et là, je redescends tout doucement. Je reviens sur le plateau de Matin Bonheur. Et cette fois-ci, on va découvrir le Rasta. En même temps, il y en a qui assimilent tout de suite le peuple Rasta à la drogue. Il y en a, par contre, quand on parle de Rastafari, ils pensent tout de suite à Bob Marley ou encore, allez, dites-moi, Alpha Blondy, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Mais non, le Rastafari, c'est quelque chose à découvrir et on les découvre avec un reportage de Guillaume Zéré. Bob Marley, Peter Tosh. Les vérités occultées du message Rasta. 280 pages qui réveillent le vieux débat passionné sur le rastafarisme. Le Rastafari ou mouvement Rasta ou mouvement Rastafari, c'est une spiritualité, tout comme les autres spiritualités qui existent, hein, le christianisme, l'islam et autres. L'Éthiopie, Haïlé Sélassie, les Rastas et la justice, les Rastas et les droits de l'homme. Autant de questions abordées dans cette œuvre pour laquelle l'auteur a mis du temps et parcouru le monde. La rédaction réelle m'a pris 4 ans, disons, mais l'assemblage des sources, ça m'a pris quand même plus que ça parce que j'ai dû faire des voyages à Londres, voyage aussi en Côte d'Ivoire pour voir la communauté Rasta, voyage aux États-Unis, particulièrement pour voir à Boston, dans le Massachusetts, pour voir la fille de Peter Tosh, qui est en ce moment l'héritière testamentaire. Niambé Macintosh. Les Rastas, drogués et rêveurs? Non, ce n'est pas l'avis de Guy-Pierre Mendel. Lui, ce non-Rasta qui s'érige ici, en défenseur de ceux qu'on taxe bien souvent de marginaux. L'image qui est restée, hein, le stéréotype qui est resté, c'est que quand on parle de Rasta, on pense déjà à des gens qui fument, des fumeurs de drogue, des fumeurs de cannabis. C'est cette idée-là qui est restée. Alors qu'au fond, ils ont eu des messages forts qu'ils ont adressés à l'ensemble de l'humanité. Ils ont un message réel, un message de société, de cohésion sociale, de paix, d'amour. 8 chapitres pour dire sa part de vérité sur le message rastafariste. Une vérité soutenue par des paroles de Bob Marley et de Peter Tosh, ces célèbres messagers du mouvement qui considèrent Haïlé Sélassie comme le nouveau Messie. Peter Tosh a dit « Africa is the richest place. But today, we are among the poorest race. » L'Afrique, c'est le continent le plus riche, mais aujourd'hui, l'Africain est classé parmi la plus pauvre des races. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme derrière qui fait que l'Africain ne bénéficie pas de sa richesse. Il y a un mécanisme derrière qui fait que l'Africain est spolié. La solution à ce monde de guerre, de violence et de haine est la paix et l'amour. Et pour Guy-Pierre Mendel, professeur d'anglais qui prépare en ce moment à la Sorbonne en France une thèse en civilisation américaine, les vérités occultées du message Rasta, pourraient changer le cours du monde. Déjà dédicacée en France, l'œuvre a été aussi récemment sur les bords de la lagune ébriée. Maximum de good vibration.
Mofaya. Marco, je vous vois bien avec des locks sur la tête. Oui, dans une autre vie. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames et messieurs, pendant qu'il est 6h11. Moi, j'aime bien le reggae, j'aime bien. Et les locks? J'aime bien le reggae, mais pas les locks qui vont avec, parce que bon, je sais pas le temps que ça pousse totalement. Voilà, mais vous me préférez comme ça, non? Regardez, ça va quand même. Vous êtes tout mignon, je vous imagine aussi avec des locks. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais demander à Soro Félicité, donc, qui réalise l'émission de reggae, de m'en procurer, donc en perruque. Puis on va vous surprendre pour votre anniversaire. Je viendrai vous remettre le cadeau en mode Rasta. Allez, la suite, mesdames et messieurs, ça, c'est pas du tout le mode Rasta, mais c'est le mode sécurité routière. C'est le point route qui revient avec beaucoup de plaisir. On est très heureux. On a 5 tronçons à vous proposer. Ça part maintenant. Boum! Alors, Nessie, on commence par Cocody. Cocody, le boulevard Latry. Le boulevard Latry. Alors, le soleil qui se lève tout doucement. Et là, ça circule. Comme on dit chez nous, le matin est encore jeune. Il est très jeune le matin. Le matin est encore très jeune, le matin pousse ses premiers cris. Et donc, il n'y a pas de... Le célèbre tintama des woro woro. Eva avait une manière de dire woro woro. Vous dites comment? Woro woro. Enfin... C'est quoi la différence? Là-dedans, il n'y a pas de différence parce que vous êtes toutes les deux baoulées, donc c'est la même prononciation. Donc voilà. Donc pour l'instant. On dit woro woro. On ne peut pas choquer dedans. Woro woro. Woro woro. Ou tout simplement, Marco, Warren. Warren. C'est plus simple. Allez, boulevard Lagunaire, est-ce que tu nous entends? Allez, c'est vrai. Voilà. Il y a du mouvement là. Il y a du mouvement. Voilà, il y a beaucoup de voitures, de véhicules sur l'asphalte, surtout dans la direction Cocody, Plateau, Trècheville, Marcory, tout ça. Mais de l'autre côté, c'est un peu moyen, c'est un peu timide. Mais ça bouge quand même. Ça bouge quand même. Et la suite. On se met au garde à vous pour le pont du Général de Gaulle. Alors là, ça très belle vue, tout doucement. Et là, on se rend compte que tous ceux qui passent là, sur le boulevard Lagunaire, entrent dans le plateau. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes là. Ah, d'accord. Voilà. Donc, tout le monde au plateau, très peu de personnes se dirigent vers Trècheville, Marcory. Voilà. On espère que tout le monde fait attention à tous les éléments de visibilité parce que le matin, comme ça, c'est pas évident. Il faut être très, très précautionneux parce qu'on ne sait jamais. Allez, qu'est-ce qu'on a du côté de l'échangeur de Marcory? On n'a pas d'échange. Au niveau de l'échange, pas d'échange bilatéral. En ce moment, tout le monde se dirige vers le plateau. Tout le monde dort actuellement? Non, ils sont devant. Ah oui, ils sont devant Matin Bonheur. Regarde Matin Bonheur. Ça me rassure. Juste après Matin Bonheur, vous verrez. Okay. Même si vous arrivez en retard au travail, prenez une vidéo, une copie de Matin Bonheur, vous présentez, vous dites non, voici pourquoi j'étais en retard. Donc vous serez dédouané parce que c'est d'utilité publique. Et de toutes les façons, vous pouvez regarder Matin Bonheur sur votre téléphone portable avec RTI Direct. Voilà, vous avez la possibilité de nous regarder sur votre téléphone dans vos différents moyens de déplacement, bus, baka, woro. Mais si vous êtes au volant, s'il vous plaît, laissez le téléphone. Voilà. Alors la suite. On a Koumassi maintenant, Koum City, avec une vue sur le château d'eau en partance à quelques encablures seulement de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, non loin donc de l'échangeur, donc dans l'autre sens. C'est un quartier cosmopolite, vraiment très très intéressant aussi. Il y a tout à Koumassi, ça fait plaisir. Il y a tout sauf des routes pour circuler. Voilà. Non, mais ça change, ça vient maintenant. Ça vient. C'est en train. C'est pénible. Oui, c'est pas évident, surtout quand il pleut. Mais bon, c'est en train de s'arranger un temps soit peu. On espère. Vous savez, c'est pas évident aussi. C'est pas évident. Merci beaucoup d'être à Matin Bonheur, c'est gentil, ça nous fait plaisir. Quel que soit l'endroit d'où vous nous regardez, Marcelin Govouy, Nessie Ndri, nous sommes très heureux d'être donc avec vous ce matin, très tôt le matin. C'est le premier jour de la semaine ouvrée, premier jour ouvré de la semaine. On espère que ça se passe bien. Et aussi un coucou à tous ceux qui sont en plein dans la pénitence et vraiment ça fait plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez nous avoir sur RTI 1, sur notre site web. Puis il faut quand même qu'on ait beaucoup plus d'images de Matin Bonheur sur le site. Effectivement. Voilà, parce que comme on passe peut-être le matin, on n'a pas trop d'images. Donc je sais qu'ils vont mettre beaucoup plus d'images de Matin Bonheur sur le site parce que c'est quand même la première émission de la chaîne, du groupe même. Voilà. Oui, donc c'est important, hein, messieurs. Ne nous oubliez pas, ne nous oubliez pas. Merci beaucoup. Allez, on va aller maintenant, Nessie, quelque part. Effectivement, on part en Norvège. Vous connaissez la Norvège? Pas vraiment, seulement en images. Comme moi, ça tombe bien, on découvre ensemble, on y va.
Voilà. De retour sur le plateau. En fait, c'était la plus grande réserve de sémences en Norvège. Quand on parle de sémences, on parle bien sûr de plantes, de petits plants qui nous permettent d'avoir des arbres et des arbustes. Alors, Marco? Oui, Nessie, on n'oublie pas qu'aujourd'hui, nous sommes bien sûr le 5 mars 2018. L'année est lancée, on l'a dit, après février. L'année est lancée, nous sommes dans le mois de la femme. Yes. Donc, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Ce n'est pas la journée de la fête des femmes, non. La journée internationale des droits. Mais c'est à célébrer, Marco. Oui, on va parler de vos droits, tout ça, mais ce n'est pas une journée où on doit forcément vous donner des cadeaux, non. Il y a Saint-Valentin, vous avez Le cadeau déjà, c'est de dédier cette journée aux femmes, les mettre en avant. Mettre toutes ces femmes-là qui ont marqué l'humanité, qui continuent de marquer l'humanité en avant. C'est un cadeau. D'accord. Maintenant, vous, à quel moment vous célébrez les hommes? Mais les hommes ont toujours, ils ont toujours voilà, été au devant. Vous... Ils ont toujours été au devant des choses depuis le début de l'humanité. Ils ont martyrisé les femmes. Maintenant qu'elles ont droit à la parole, il faut qu'elles manifestent. Les hommes sont grands seigneurs. C'est grâce aux hommes qu'aujourd'hui vous avez une journée internationale. Vous avez vu comment les femmes ont été martyrisées? C'est grâce aux hommes que vous êtes mère, tout ça. Sinon, sans nous, il n'y a rien. Ça, il faut le reconnaître aussi. Pourriez-vous porter un bébé 9 mois dans votre ventre, Marco? Non, mais on peut fabriquer un bébé d'une autre manière. C'est ça aussi. En tout cas, on profite de l'occasion pour saluer toutes ces femmes braves, courageuses, on taquine, mais toutes ces femmes. L'histoire de la Côte d'Ivoire donc, est rythmée de femmes courageuses, de la marche de Grand Bassam à toutes ces femmes qui font l'histoire. Et ça fait plaisir. Et déjà, quand on vient au travail le matin, nous qui avons la chance, ou la malchance, ça dépend, de commencer très tôt. Quand on vient, il y a toujours des femmes aux abords des routes, des rues, des travées qui sont là avec énormément de charges, tout ça, au sens propre comme au sens figuré. Et vraiment, ça nous montre à quel point le monde vraiment tient grâce aux femmes. Et les femmes dominent cette équipe. Who run the road? Well, girls. Et les femmes dominent cette équipe. À la tête, notre rédactrice en chef, Kadi Fadiga, et également les réalisatrices. On a Christelle Akoussa et également Soro Félicité qui réalise cette émission toute cette semaine. Je suis le seul homme. Sans oublier les cadreurs. Ils sont tous là et il y a toujours des femmes. Voilà. Le preneur de son, c'est une femme à qui on fait un coucou. Voilà, ce sont des femmes ici. Girl power. Girl power. Et puis, il y a une femme également qui va recevoir dans Instant Vérité notre invité. Vous savez, Instant Vérité, c'est l'émission la rubrique dans l'émission qui permet donc de parler franchement et directement avec des invités d'un sujet ou d'un autre. L'invité aujourd'hui, c'est M. Aboubakar Karaboué, président de la Fédération ivoirienne de handball. Sans oublier que dans la thématique, nous allons parler économie avec M. Gérard Amangwa, directeur général adjoint de l'APEXC, sur le thème l'AGOA. Quelle opportunité pour la Côte d'Ivoire. On va parler en long et en large de cette aide qui vient tout droit des États-Unis, qui fait du bien à bon nombre de pays. On va savoir un peu comment ça se passe. Parlons de femmes encore, pour rester dans la spirale de la journée des femmes. Alix Kokola Epouzapia, qui est venue nous saluer tout à l'heure dans ce studio, se prépare déjà parce que juste après nous, elle prend le relais pour rendez-vous avec toute son équipe, pilotée, je l'ai dit tout à l'heure, par M. Légré Olive. C'est cela. Effectivement, c'est cela. Et vous le savez, Matin Bonheur, c'est tous les jours du lundi au vendredi dès 5h55. Il faut saluer Marco, Marco qui se lève très très tôt, dès 3h du matin. Il est sur pied, tout ça pour vous faire plaisir. Et vraiment, Marco, vous méritez une médaille d'honneur. Ah bon? Bah oui, vous méritez une médaille d'honneur. Ah bon, vous êtes sûr, vous pensez ce que vous dites? Oui. Vous faites un boulot, un travail remarquable. Je n'ai pas eu beaucoup de cadeaux dans ce métier. Une médaille, ça me ferait du bien. Surtout pour mes enfants. Si c'est pour moi-même, bon, je suis habitué. Hein. Vous êtes habitué? Je suis habitué. Mais je suis habitué à ne rien recevoir, mais à tout donner. Non, pour mes enfants, pour le visage, le sourire des enfants et de ceux qui ont souffert avec moi dans cette carrière-là. Marco, je ne vous donne pas suffisamment d'amour? Oui. Vous pouvez mieux faire. Vous avez de l'amour de Nessie, de Eva, de Kadi Fadiga, tout le monde. Eva vous salue à propos. Donc, elle me dit de me tenir à distance, donc c'est pour ça que je ne peux pas trop... Voilà. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, qu'en temps normal, nous devions être avec notre spécialiste du sport, Patrick Guité, pour parler un peu de tout ce qui rythme le sport. Mais pour le moment, bon, le point en route nous a dit qu'il n'y a pas d'embouteillage. Maintenant, pourquoi il n'est pas là, on ne sait pas. On va le recevoir certainement dans cette émission un peu plus tard. Je rappelle donc que nous sommes en votre compagnie jusqu'à 7h30. Et puis, n'oubliez pas qu'on aura Instant Vérité aux alentours de 6h43
avec Aboubacar Karaboué de la Fédération ivoirienne de handball. La météo, ce sera dans quelques minutes, hein, avant le journal, mais nous avons le temps qui est assez frais ce matin. Il fait très très chaud en cours de période, hein, c'est-à-dire à partir de 10h jusqu'à 13h, 14h. Et donc, chaleur de mise sur toutes les principales poches climatiques de notre pays. On va repartir sur le point route Nessie. Le point route avec 5 axes. On va commencer par le Latry avec la physionomie, la photo donc de... Le Latry, qu'est-ce qui se passe au Latry? On y était il y a quelques secondes seulement, donc normalement tout devrait aller. Hein? Ça peut changer. Normalement. Bon. Si on n'a pas le Latry, peut-être qu'on a le lagunaire, bien bon, on attend. Qu'est-ce qu'on a? On a le Latry. Alléluia, on a le Latry. Vous avez vu, le temps a carrément changé. Hein? Carrément changé. Là, le soleil commence à vraiment pointer son nez. Et c'est pareil, hein? Pas grande affluence sur la route. On sent que les téléspectateurs sont encore devant leur écran. D'accord. Ils se préparent à sortir de chez eux. Voilà. Et le prochain point route nous emmène... Le boulevard lagunaire, au pied de l'immeuble Djekanou. Aussi, la lumière du jour est en train de bousculer donc la torpeur de la nuit. Et l'asphalte donc commence à être rythmé par le bruit, le ronronnement, le déplacement des véhicules. Attention, on ne vous le dira jamais assez. Attention, attention dans la conduite. Très tôt le matin, comme ça, on ne sait jamais. Prudence. Prudence, prudence sur la route. Ensuite, nous avons ici... Ensuite, nous avons l'échangeur. Non, le pont général de Gaulle. De Gaulle, d'abord, on finit avec vite, hein. Le plateau avant de partir. Regardez la vue. Très belle vue. Magnifique. On a un joli pays quand même. Marco, je vous le dis, on a un très, nous très devons faire une émission tout au même endroit où se trouve la caméra. On doit faire une émission. On va faire une émission. La vie sera le premier matin bonheur de 2020. C'est peut-être adieu. On va faire ça là-bas. Ensuite, nous avons l'échangeur. Maintenant, on peut échanger. On peut échanger. Du côté de Marcory, l'échangeur de Marcory. Ça échange. Est-ce que nous avons la liaison donc avec l'échangeur de Marcory? Normalement, nous devrions l'avoir maintenant. Voilà. Merci à la réalisation. Quand même. Hein. Voilà. Là, toujours pas d'échange. Toujours pas d'échange. Toujours pas d'échange. Ça n'échange toujours pas. De ce côté-ci. Les Ivoiriens sont en train de récupérer petit à petit, les Abidjanais, petit à petit. Bientôt le point route de Yamoussoukro, Odiné, Korogo, parce qu'on a le droit aussi de savoir comment ça se passe là-bas, la circulation, même si ce n'est pas dense, mais par rapport au... Et même le point route sur l'autoroute du Nord, hein, pour voir un peu la circulation. C'est très important. Surtout. Très important. Allez, on va maintenant à Koum City. Koum City. Il fait jour à Koum City. Et ça circule. Voilà, tout le monde se dirige vers le plateau, hein, Marco. Oui. Pas grand mouvement du côté de l'aéroport. Vers l'aéroport. Non. Ce sera pour bientôt, hein, le temps des vacances. Un peu comme vous, beaucoup reviennent d'Assini, Bassam, à cette heure-là. Ah, Assini. Mais on a des images d'Assini, hein, mais bon, on ne veut pas frustrer ceux qui n'y étaient pas ce week-end, mais on a des images d'Assini. On vous les montrera tout au long de cette semaine. Monsieur Hamza Diaby est en train de se parer, il est en train de s'habiller, donc de son micro, afin de vous proposer le journal, les principales manchettes de l'information. Ce sera dans une poignée de minutes. Vous allez retrouver le sourire, le charisme, le charme de monsieur Hamza Diaby qu'on va retrouver juste après ça. Ces rochers sont nouveaux dans le paysage de l'Antarctique. Il y a une dizaine d'années encore, ils étaient entièrement cachés sous l'épaisse couche de glace. C'était avant que le réchauffement climatique ne fasse son œuvre. J'ai eu l'occasion de venir ici pendant 15 ans et à l'échelle d'une vie humaine, on peut déjà constater les changements que provoque le réchauffement climatique. Le glacier Collins laisse apparaître des rochers que l'on ne voyait pas il y a 5 ou 10 ans. Et c'est une preuve directe du recul de ces glaciers et de la perte de masse. Dans cette base scientifique chilienne, plusieurs dizaines de chercheurs travaillent à mesurer les effets de ces bouleversements sur la flore et la faune locale. Ici, le réchauffement de l'eau a provoqué une prolifération d'algues vertes.
Ce chercheur étudie comment les crustacés adaptent leur comportement en conséquence. Bien qu'elles soient toutes petites, les algues et les micro-algues sont très importantes pour l'équilibre de la chaîne alimentaire. Elles fournissent des nutriments au reste de l'écosystème et nous savons que la quantité d'espèces dans un même écosystème est très importante pour le maintenir en bonne santé. Mais l'étude du réchauffement en Antarctique pourrait aussi donner des outils pour s'y adapter. Sous ces serres miniatures, Marisol Pizarro étudie comment les plantes de l'Antarctique réagissent à une augmentation artificielle d'1 ou 2 degrés Celsius. Son constat, les mousses résistent bien à ces nouvelles conditions. Un atout qui pourrait servir à d'autres végétaux dans le futur. Nous pourrions transférer un gène lié à la tolérance à la sécheresse à une plante commune comme la laitue ou le riz, afin de donner à cette plante la capacité de tolérer la sécheresse. Par conséquent, elle sera moins affectée par les conditions défavorables dues à la diminution de l'eau dans son environnement. À ce jour, la température de la planète a déjà augmenté de 1 degré et l'Antarctique est l'une des régions du monde qui se réchauffe le plus rapidement. Une course contre la montre pour les scientifiques du monde entier qui travaillent sur le continent blanc. Au Chili, ils n'ont jamais été aussi nombreux à s'y intéresser. Voilà, nous également, on aimerait savoir quel temps il fera tout au long de cette journée. C'est avec la météo avant de recevoir Hamza Diaby pour le JT. MTN, everywhere you go. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi. Aujourd'hui, on aura un début de matinée, un ciel nuageux avec quelques possibilités de faibles pluies sur le littoral ouest et le centre du pays. Par la suite, le ciel s'éclaircira progressivement. Ailleurs, le temps restera généralement nuageux. Les températures au lever de ce jour, 25 degrés pour 4 villes, Abidjan, Adiaké, Bandoukou et Bouaké, 24 degrés à Daloa, 25 à Dimbokro et à Gagnoa, 24 à Korogo, 22 degrés pour la ville de Mans, 24 à Odiéné, San Pedro et Sassandra, 23 pour Tabou et 25 à Yamoussoukro. Cet après-midi, après un temps relativement ensoleillé sur l'ensemble du pays, on aura quelques bourgeonnements nuageux au nord et à l'est. Cette situation débouchera sur des pluies parfois orageuses qui évolueront progressivement vers l'ouest et le centre. Les températures de notre après-midi, 31 à Abidjan, 32 degrés pour Adiaké, 35 à Bandoukou, Bouaké et Daloa, 36 degrés pour la région d'Unzi, 32 pour le Ga, 36 à Korogo, 33 degrés pour le Tompi, 35 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 à Sassandra, la température la plus faible 30 enregistrée à Tabou et 35 chez les habitants de Yamoussoukro. Le résumé du temps de ce lundi est fait. À tous et à toutes, bon début de semaine. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. La première dame de Côte d'Ivoire était hier à Williamsville au domicile des membres de la famille de Bouba, le petit Bouba Traoré Aboubakar Sidik. Dominique Ouattara y est allé leur présenter ses condoléances. Elle a également souhaité que cet acte odieux ne reste pas impuni. Jérôme Kofi Aboula. Elle ne peut pas être insensible à l'assassinat du petit Bouba. Elle qui fait de la cause des enfants l'un de ses chevaux de bataille pour ses actions de bienfaisance. Il est environ 17h ce dimanche
quand la première dame de Côte d'Ivoire arrive au domicile des membres de la famille affligés par la perte brutale et atroce de leur garçonnet. Madame Dominique Ouattara vient leur témoigner sa solidarité dans cette épreuve. Se disant particulièrement touchée par ce drame, la première dame de Côte d'Ivoire, sans détour, veut que cet acte ne reste pas impuni. Je suis venue apporter ma compassion et celle du président de la République à la famille Traoré qui a perdu son fils, son petit-fils, son neveu, dans des circonstances horribles. Je suis particulièrement émue et bouleversée de ce crime affreux. Et je voulais dire que j'espère que les coupables seront sévèrement punis afin que plus jamais nous ne revivions de telles choses dans notre pays. Je voulais vraiment présenter mes condoléances à toute la grande famille, à tout le quartier de Williamsville et à toute la population. Que son âme repose en paix. Cette visite de la première dame à la famille éplorée a été un moment de recueillement et de prière pour le repos de l'âme du petit Bouba, comme le veut la tradition. En guise de soutien, l'épouse du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a offert une enveloppe de 4 millions de francs CFA à cette famille. Avant de prendre congé, elle a salué les tout-petits du quartier qui la réclamaient, comme quoi la présidente de Children of Africa reste la maman de tous les enfants en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Et puis elles sont parties il y a 7 ans déjà. 7 femmes avaient perdu la vie, souvenez-vous, dans la même commune, dans la commune d'Abobo. C'était le 3 mars 2011, lors de la crise post-électorale, au cours d'une marche dite pacifique. Parents des victimes, avec à leur côté des cadres du RDR et bien sûr de Maria Toukone, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, ont commémoré cette date, 7 ans qu'elles ont quitté ce monde, laissant derrière elles des enfants pris en charge par le gouvernement. Konaté Moussa. Le 3 mars 2011, 7 femmes ont perdu la vie ici, au rond-point du Bankou, dans la commune d'Abobo. Elles participaient à une marche pacifique lors de la crise post-électorale. 7 ans après, les parents des victimes et le Rassemblement des Républicains se souviennent encore de ces femmes martyrs. Ce sont des moments de souvenir, des moments qui réveillent de la tristesse dans nos mémoires. Mais c'est également des moments de recueillement, des moments que nous saisissons pour dire aux familles, pour dire aux voisins, pour dire à la communauté que le RDR ne peut pas oublier ses victimes. C'est toujours le même souvenir, mais seulement qu'il faut pardonner. Bon, c'est vrai, d'aucuns disent que ce n'est pas les seuls qui sont morts, mais nous, c'est nos enfants. Nous, on doit les célébrer chaque année. Même si c'est chaque jour, on doit les célébrer. Une cérémonie marquée par une lecture du Saint-Coran pour le repos de l'âme de ces défuntes. L'État de Côte d'Ivoire demeure toujours aux côtés des familles des victimes. La commémoration du rappel à Dieu de nos victimes, nos 7 martyrs, mais également de toutes les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, n'est pas une commémoration de trop. C'est un rappel au souvenir, c'est un rappel au pardon, c'est un rappel à la tolérance, c'est un rappel pour indiquer que la haine, la violence conduisent à des dégâts qui sont parfois irréparables. Nos sœurs ont disparu à jamais, elles ne reviendront plus. Elles ont laissé derrière elles des familles inconsolables. Parmi ces femmes disparues, 4 ont laissé 7 enfants qui bénéficient de prise en charge scolaire. Ils seront inscrits sur la liste des pupilles de l'État. Et voilà qui referme cette page sombre, la page sombre de ce journal. Les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent plus beaucoup aux livres et à la lecture. Fort de ce constat, un concours national de lecture est initié. L'objectif, c'est d'emmener les enfants dès le bas âge à s'intéresser à la lecture pour développer leur langage, enrichir leur vocabulaire et leur permettre de mieux s'exprimer. La finale de ce concours aura lieu le 12 mai prochain. C'est ce que nous disent Fidèle et Mamadou Kwasi. Magique Lecture, c'est le nouveau-né des concours littéraires en Côte d'Ivoire. Un concours destiné aux élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles primaires publiques et privées de Côte d'Ivoire.
Il s'agit pour les organisateurs d'inciter les jeunes à s'intéresser à la lecture dès le bas âge. En mettant un tel concours, c'est lancer un appel, non seulement aux parents d'élèves, aux écoles, mais aujourd'hui même à l'État, que la lecture doit être encore prise en compte dans l'éducation de nos enfants et dans l'amélioration de l'esprit de nos enfants. Les enfants sont évalués sur plusieurs critères. La ponctuation, il faut que les enfants articulent correctement les mots, il faut que l'enfant arrive à trouver un rythme stable. 20 établissements primaires du district d'Abidjan sont concernés par cette première édition du concours national de lecture. Le vainqueur repartira avec la somme de 2 250 000 francs CFA. Un mot de religion dans ce journal. Le Hajj 2018 entre dans sa phase active de préparation. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a donné le temps de l'édition 2018. La cérémonie de lancement a réuni hier dimanche à Abidjan la Direction générale des cultes et tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj. Cette année, ce sont 6 800 pèlerins ivoiriens qui sont attendus en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Et le gouvernement ivoirien entend prendre toutes les dispositions pour la réussite de ce moment important dans la vie du fidèle musulman. On en parle avec Serge Collier. C'est parti pour les préparatifs du Hajj 2018. Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Sidiki Diakité, a lancé l'opération de préinscription et d'inscription pour les pèlerins et les organisateurs privés du voyage en Terre Sainte. Il a surtout assuré tous les participants de l'engagement du gouvernement et du président de la République. Tous les acteurs étaient présents et cela a été l'occasion pour nous de leur faire des recommandations en termes de rigueur dans cette organisation pour toujours faire honneur à notre pays à l'extérieur de nos frontières. Et au niveau également de l'État, à l'instar de ce qui est fait pour toutes les autres confessions religieuses qui partent en pèlerinage, l'État apportera encore cette année son appui à la communauté musulmane et le prix du Hajj est maintenu à 2 millions de francs pour permettre au plus grand nombre de fidèles d'aller réaliser leurs vœux d'accomplir ce 5e pilier de l'islam. Cette année, a indiqué Messamba Bamba, directeur général des cultes, 6 800 pèlerins ivoiriens sont attendus en Arabie Saoudite. Le commissariat a entrepris des formations au rite du Hajj sur l'ensemble du territoire national. Lancer donc un appel aux candidats au Hajj qu'ils suivent ces enseignements, qu'ils s'inscrivent dans les mosquées, c'est dans toutes les villes de l'intérieur. Donc une fois formés, je crois que le pèlerin n'a plus qu'à se concentrer sur l'adoration, sur la prière. Au nom du COSIM, le Conseil supérieur des imams, le cheikh Aïma Bouakari Fofana a exhorté les acteurs du Hajj à faire preuve de rigueur et de sérieux. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont environ 70 jours pour remplir les formalités et exigences administratives du Hajj. Ils sont invités à se mettre en règle du 5 mars au 14 mai prochain, date butoir. Et près de 35 000 jeunes des différentes paroisses du diocèse d'Abidjan ont communié hier dimanche 4 mars au stade Félix Houphouët-Boigny. C'était au cours du Pélé Jeune 2018. Le thème retenu cette année est « Jeune avec l'Esprit Saint, tu es capable de partage et de solidarité ». Fidèle Aigné, Herman Guivet. Un stade, Félix Houphouët-Boigny, archi-comble. Ce n'est pas un événement sportif qui rassemble autant. C'est la jeunesse catholique du diocèse d'Abidjan qui s'y est donné rendez-vous pour communier et marquer leur attachement au Christ. Ce rassemblement a un grand sens pour moi dans la mesure où ça me permet d'être en communion avec les frères et sœurs, d'apprendre de nouvelles choses au sein de ce groupe de jeunes-là et de me permettre aussi de vivre le thème de l'année qui est de vivre en solidarité et avec le partage. Nous savons que dans un stade, on vient gagner une victoire. Nous sommes venus gagner la victoire de Jésus. Nous sommes venus monter à la Côte d'Ivoire que la jeunesse est debout autour de son archevêque pour gagner cette victoire de la solidarité, la victoire de la paix, pour prier pour la paix pour notre pays. Sur les raisons profondes d'un tel rassemblement, l'aumônier Eugène Awondji répond.
L'idée, c'est de rassembler des jeunes en un même endroit pour prier ensemble et parler de Jésus-Christ et démontrer au monde entier que la jeunesse catholique est présente et que cette jeunesse catholique est consciente de son avenir, qu'elle peut se prendre en charge. Intervenant depuis Rome, l'archevêque Jean-Pierre Coutouan a exhorté les jeunes à être des ambassadeurs du Christ en étant des modèles. La deuxième édition du pèlerinage diocésain des jeunes d'Abidjan a eu pour thème « Jeunes, avec l'Esprit Saint, tu es capable de partage et de solidarité ». Un mot d'actualité internationale avant de refermer ce journal. 3 jours après le double attentat de Ouagadougou, le travail d'enquête se poursuit et les premières visites des chefs d'État commencent. Ce matin, 9h30 et 10h arriveront successivement les présidents togolais Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, et nigérien Mamadou Issoufou. Les deux chefs d'État seront précédés dans leur visite de soutien auprès des autorités burkinabées, dans leur visite donc de soutien par le secrétaire permanent du G5 Sahel, le Nigérien Maman Sambo Sidikou, qui lui aussi rencontrera le président Roch-Marc Christian Kaboré à Kosiam. Ensuite, les visiteurs devraient se rendre sur les lieux des attentats pour constater l'ampleur des dégâts. Et puis à l'issue d'une journée de vote, les premiers résultats des élections législatives en Italie commencent à tomber. Aucune majorité claire ne semble se dessiner dans le futur Parlement, mais une chose est sûre, même s'il n'arrive pas en tête, le mouvement 5 étoiles talonne la coalition droitière et devient le premier parti d'Italie. Merci de toujours nous suivre. Matin Bonheur se poursuit. Merci beaucoup à vous, Hamza Diaby. Bonne journée. Merci, on vous retrouve à 13h. tout à l'heure et demain, je suis encore avec vous. Superman de l'info. Merci beaucoup à M. Hamza Diaby. Il est 6h44. Dans une minute exactement, on va parler instant vérité. Gabriel Zani, madame, la femme qui est surnommée Les Ivoiriens veulent savoir. On reçoit donc M. Karaboué Aboubakar. J'ai failli dire Daouda Karaboué parce que c'est un grand aussi de la discipline, ancien international français, donc gardien de l'équipe nationale avec qui il a eu beaucoup de lauriers. Peut-être elle demandera donc à monsieur Aboubakar s'il y a un lien, mais en tout cas, on reste dans la spirale donc, du handball avec Gabriel Zani. Instant vérité, monsieur Aboubakar Karaboué, c'est maintenant. Bonjour à tous et à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Instant Vérité. Palabres sans fin au sommet de la Fédération ivoirienne de handball. Manque de financement, primes, impayés, compétition boycottée, conséquence, pas de trophée. Le handball ivoirien se meurt et cela dure des années. Élu à la tête de la Fédération ivoirienne de handball, Aboubakar Karaboué s'érige en sauveur. Il annonce la fin du calvaire dans la discipline. Ce démissionnaire du premier mandat de l'équipe sortante peut-il redonner vie au handball? Quels sont les moyens dont il dispose, mesdames et messieurs? Comment va-t-il y parvenir? Pour répondre à ces questions, nous avons sur le plateau de Instant Vérité Aboubakar Karaboué, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de handball. Il est aussi médecin lieutenant-colonel de l'armée de Côte d'Ivoire. Bonjour, messieurs. Bonjour, mes amis. Bienvenue à Instant Vérité. Merci. Alors, Aboubakar Karaboué, vous avez été élu président de la Fédération ivoirienne de handball, je crois, le samedi 24 février dernier pour un mandat de 4 ans. C'est bien ça. Alors, vous êtes colonel, votre prédécesseur l'était et il est toujours colonel, tous deux de l'armée. Alors, dites-nous, le handball est-il en caserne? Non, pas du tout. Je pense que le handball est bien en dehors des casernes. C'est une coïncidence qu'un lieutenant-colonel remplace un colonel. C'est vraiment une pure coïncidence. D'accord, donc pure coïncidence. Alors, vous avez été nommé vice-président chargé des équipes nationales et des compétitions internationales en 2009. Vous avez démissionné quelques temps plus tard. Quelles ont été les raisons de votre départ de l'équipe de Ouéréga? J'ai démissionné en 2012, précisément. Enfin, pas démissionné, j'ai quitté mes fonctions sans avoir à démissionner en 2012 parce que, enfin, j'allais dire pour des raisons personnelles. Est-ce qu'on peut savoir ces raisons personnelles ici? C'est important. Vous êtes quand même vice-président chargé
des équipes de l'équipe nationale et des compétitions internationales. Et comme ça, vous partez sans crier gare. Donnez-nous les raisons. Vous savez, lorsque vous appartenez à une équipe, vous êtes obligé, surtout lorsqu'on parle de petites associations de ce genre, vous êtes obligé d'épouser j'allais dire, les réalités et la vision du groupe. Et chez nous, dans l'armée, on a un dicton qui dit que vous rentrez dans le bureau du chef avec vos idées et vous en sortez avec ses idées. Et après 2012, malheureusement, mes visions étaient différentes de celles du président. Et pour pouvoir conserver les bonnes relations professionnelles que nous avions, j'ai préféré abandonner ces activités qui relèvent de la passion. Alors, M. Karagui, vous savez, ici, on n'invente pas du tout. On dit les choses telles qu'elles sont. Vos visions n'étaient plus celles du président. Tout à fait. C'est cela. Alors, quelles sont vos visions? Et à cette époque-là, quelles étaient les visions de votre président? Ma vision, en fait, nous avons été élus sur la base d'un projet, notamment un projet de jeunes. Et malheureusement, à partir d'un certain moment, je pense que les réalités de la gestion de la fédération ivoirienne ont emmené le président à ne plus suivre cette ligne que nous avions au départ. Et donc, moi, fort de cette vision qui m'avait emmené à accompagner le docteur Orega, ben, j'ai décidé de prendre du recul. Alors, je vais vous reposer la question. Pour qu'on soit plus explicite sur la question, quels sont les problèmes auxquels vous avez été confrontés dans l'exercice de vos fonctions en tant que vice-président? Quels sont les problèmes concrètement que vous avez rencontrés? Personnellement, je n'ai pas été confronté. Voilà, comme je dis, on appartient à une équipe, c'est un bureau directeur. Et donc, il y a une vision qui est donnée de départ. On va dire, on appelle ça une sorte de projet fédéral pour le mandat. Et donc, ce projet fédéral, il était basé sur le développement, le développement de la formation de base. Malheureusement, cette formation de base, nous l'avions abandonnée pour être en train de gérer le quotidien d'une fédération. Et ce faisant, donc, j'ai décidé de partir parce que je pense que nous avions les possibilités de pouvoir développer ce projet de base et mettre l'accent sur la formation de base. Alors, donc ce projet de base-là, enfin, c'était votre vision, mais il n'était pas suivi. Ce qu'on veut savoir ce matin, est-ce que vos ambitions étaient au-delà des ambitions du président? Oui, je dirais que mes ambitions étaient au-delà de celles du président. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé une fois à prendre les rênes de la fédération à cette époque-là? Non, pas à cette époque, parce que je vais vous l'avouer, lors des élections qui l'ont mené à être de nouveau président en 2013, certains présidents de club qui avaient eu à me voir travailler et à voir également ce que j'avais apporté au handball, m'avaient proposé de me présenter pour être président de la Fédération ivoirienne de handball. Et j'ai renoncé à cette proposition. Il y a même, j'allais dire, le candidat qui s'est opposé à lui lors de ces dernières élections, qui avait souhaité que je puisse rejoindre son équipe. Là encore, j'ai décliné l'offre parce que, vous savez, je suis quelqu'un qui a un certain nombre de principes. Je suis arrivé à la Fédération ivoirienne de handball avec le docteur Orega et je n'avais pas l'intention de me présenter contre lui à aucune élection. De surcroît, le docteur Orega et moi-même étions militaires et lui étant mon supérieur hiérarchique, vous comprenez très bien que cela ferait très désordre qu'un subordonné s'oppose à son supérieur hiérarchique dans des élections. Alors, vous dites cela ferait très désordre, mais vous êtes parti sans crier gare, ça, c'est pas du désordre? Non, c'était pas du désordre. Mais qu'est-ce que c'est? C'était du respect. C'est du respect. Tout à fait. Vous avez une responsabilité et comme ça, sans informer la hiérarchie, sans donner de raison, et vous partez, vous laissez le poste là, comme ça, vacant. Et vous dites que non, ça, c'est pas du désordre. Non, non, c'était pas du désordre. Comme je dis, c'était du respect. C'était du respect. Tout à fait. Vous aimez bien faire cavalier seul dans tout ce que vous faites?
Non, pas du tout, puisque je suis entouré d'une équipe. Donc, mais comme je dis, j'ai un certain nombre de principes et j'essaie de me tenir à ces principes. Alors, on va revenir à un point très important qui a plongé vraiment le handball dans une sorte de léthargie. Alors, vous avez dit à la presse, quand vous avez été élu le samedi, vous avez dit à la presse qu'il n'y aura plus de palabres. Dites-nous, de quelles palabres s'agit-il? Ben déjà, parlant des élections qui se sont déroulées il y a 4 ans, les élections se sont déroulées dans le tumulte. Voilà, pour vous parler d'une assemblée générale élective débutée, je ne sais pas, dans la matinée, qui jusqu'à 2 h du matin n'était pas encore achevée, et où le ministère du Sport, par la suite, a dû être en train de mettre en place un comité ad hoc pour gérer la fédération jusqu'à ce qu'après, il puisse avoir l'élection du docteur Orega, sinon la réélection du docteur Orega. En n'ayant pas forcément associé toute la famille du handball. Donc, certains présidents de clubs ayant été mis de côté. Alors, on va nommer ces palabres. On va les nommer de façon très distincte. Alors, quelles palabres il y a eu entre l'équipe, enfin, je vais dire, au sein de l'ancienne équipe dirigeante de la Fédération ivoirienne de handball? Quelles palabres concrètement? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que c'est un problème de gestion? Est-ce que c'est un problème organisationnel? Est-ce que ce sont des querelles internes dues à un problème de leadership? Qu'est-ce que c'est exactement? On va nommer. Déjà, pour parler des élections, c'était un problème lié aux élections et à l'organisation des élections. Donc, maintenant, si vous me demandez pourquoi est-ce que le docteur Orega avait un opposant, je pense bien, déjà, c'est parce que beaucoup de personnes aiment le handball et voudraient voir le handball sortir vous ne répondez pas à la question. Vous ne répondez pas à la question, monsieur Karaboué. Non. Il ne s'agit pas de feindre, il s'agit de dire ce qui est exactement. Tout à fait. Il se trouve que le handball est confronté à d'énormes difficultés. Donc la discipline n'arrive pas à émerger vraiment. Voilà. Alors, quels sont les problèmes qu'il y a eu pour que le handball plonge dans une sorte de, je ne sais pas, de sommeil, on peut le dire? D'accord. En fait, pour vous recaser les choses, le handball est au sport ivoirien ce que le cacao est à l'agriculture. C'est la discipline qui a rapporté le plus de lauriers à la Côte d'Ivoire. Malheureusement, les années de crise, de décennies, enfin de décennies de crise, ont fait que, malheureusement, l'OASU, par exemple, qui était, j'allais dire, cette activité qui drainait le maximum de jeunes au niveau du handball, n'a plus la même saveur ni la même ferveur. Cela a impacté négativement. La crise également a fait disparaître beaucoup de sponsors qu'il y avait pour le sport en général, mais pour les sports de main et le handball en particulier. Donc, n'ayant plus ces moyens financiers, n'ayant plus cette visibilité, n'ayant plus ce soutien de l'État, il va sans dire que la discipline était gérée uniquement par peu de moyens. Et malheureusement, l'argent étant le nerf de la guerre, cela a impacté négativement la discipline. D'accord. À propos de l'argent, justement, on va en revenir tout à l'heure, quand on va aborder la question du financement du handball. Alors, certains présidents de clubs font la pluie et le beau temps dans cette discipline. D'autres refusent de participer au championnat, prétestant, comme vous venez de le dire, le manque de moyens, tout simplement. Est-ce que vous n'étiez pas complice des attitudes de ces présidents de clubs-là? À cette époque, nous avons les informations, s'il vous plaît. Est-ce que vous n'étiez pas complice de ces présidents dissidents? Soyez rassurés. Je pense que si vous avez les bonnes informations, vous savez qui est Dr Karaboué, vous savez également la gestion de Dr Karaboué, vous savez l'impact de Dr Karaboué, vous savez donc pourquoi Dr Karaboué a été élu lors de ces élections. Il n'a pas été élu en ayant, j'allais dire, l'aval. Monsieur Karaboué, est-ce que vous étiez complice des présidents de clubs dissidents de l'équipe sortante? Est-ce que vous étiez complice des agissements de ces présidents de clubs? Pas du tout, soyez rassurés. Comme je dis, je me suis retiré de la fédération. Je n'ai pas eu à mener d'action contre le docteur Orega. Comme je dis, cela ne fait pas partie de mes principes. Voilà, je suis resté proche du handball.
Bien au contraire, soyez rassurés. Certains présidents sont venus me voir pour me demander avoir mon avis. Okay, donc sur... vous attendez d'être le président de la fédération pour agir. Alors maintenant que vous êtes président de cette fédération-là, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau au handball ivoirien? Déjà, la première des choses que j'apporte ma passion, ma détermination, j'apporte mon esprit positif, j'apporte mon pragmatisme et j'apporte mon courage pour pouvoir venir en aide au handball. Mais à côté de cela, j'apporte mes relations. Parce que mes relations, ce sont mes relations, j'allais dire, nationales, ce sont mes relations au niveau public, ce sont mes relations au niveau privé et ce sont mes relations au niveau international. Alors, vos relations, votre passion, votre volonté, votre détermination, c'est bien. Mais vous avez dit sur les antennes de la RTI, le vendredi dernier, précisément, lors du journal des sports, vous avez dit avoir une caisse noire pour gérer la fédération. Oui. De quelle caisse noire s'agit-il? Justement, la caisse noire, ce sont les moyens qui vont nous servir. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, une caisse noire? Oui, je sais très bien ce que ça veut dire. Voilà, à partir du moment où il y a des moyens que nous avons, qui ne sont pas des moyens de l'État. Voilà, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que beaucoup s'attendent à ce que ce soit les moyens de l'État. Non, Monsieur Karawé, quand on dit une caisse noire, c'est une réserve d'argent illicite. Oh, non, oui, c'est vrai, illicite servant à financer des actions illicites. C'est ça une caisse noire. Non. On veut comprendre. Non, ne voyez pas la chose ainsi. Voyez en cela une image. Ce n'est qu'une simple métaphore. Mais cette image, elle est péjorative. Elle est très négative. Bon, moi, je ne l'ai pas pris aussi négativement. Vous savez, comme je dis, pour pouvoir être en train de gérer le plus petit État possible, vous devez avoir un minimum de relations. Pour pouvoir gérer la plus petite association possible, vous devez avoir le minimum de relations. Donc vos relations sont vos caisses noires? Mes relations vont m'apporter les moyens nécessaires. Mais soyez rassurés que nous tiendrons une comptabilité juste. Non. Et pour cela, nous avons... Justement, je suis emmenée à vous poser la question. Est-ce qu'on doit s'attendre avec vous à une gestion opaque, une gestion sans point financier, une gestion sans audit? C'est pour cela que je vous rassure. Non, vous savez, c'est pour ce que je fais. Je vous rassure. Pour montrer, j'allais dire, la plus grande visibilité au niveau de notre gestion, nous avons coopté au sein de notre équipe un inspecteur général d'État. Et nous avons même rencontré le secrétaire général de l'inspection générale d'État afin qu'il puisse nous apporter tous ces conseils. Donc, pour vous montrer à quel point nous allons au niveau de la gestion que nous voulons faire devant l'État de cette activité. Alors, tout simplement, on aura vraiment, dans un espace assez dédié, on aura le temps de développer amplement cette question de caisse noire, parce que c'est une question importante que le monde et que les Ivoiriens attendent. Alors, en 2 mots, si vous devez décrire rapidement votre vision du handball ivoirien, que diriez-vous? En 2 mots, seulement 2 petits mots. 2 mots, je dirais culture et victoire. Culture et victoire. Alors, on va retenir donc ces 2 mots. Monsieur Aboubakar Karaboué, merci d'être venu à Instant Vérité. Merci d'avoir apporté votre contribution à cette, je vais dire, à cet entretien de jeu, de questions, de réponses et tout cela. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans Matin Bonheur. Et là, maintenant, vous revenez avec Nessie et Marco. Mais avant, c'est la pub. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé.
Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Et maintenant, découvrez les spaghettis complets. Les nouvelles pâtes maman à base de blé complet, encore plus nutritifs et enrichis en fibres naturelles. Maman, c'est toi qu'on préfère. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. L'association Nourdinil Islam pour le rayonnement de l'islam, présidée par l'érudit ambassadeur de la paix auprès de l'UNESCO en Afrique de l'Ouest, son excellence El Hadj Sidibé, continue sa tournée en Côte d'Ivoire. Prochaines étapes, 4 mars 2018, Yamoussoukro, 5 mars 2018, Toumoudi, 6 au 11 mars 2018, Abidjan. Population d'Abidjan, vous êtes tous conviés à la cérémonie d'accueil de Cheikh Souleymane Sidibé ce mardi 6 mars 2018 à partir de 15h au stade de la Sogefia d'Abobo, Camp Commando. Contact 77 47 30 43 09 35 52 18. Mais voilà, nous sommes de retour pour aborder la dernière partie de votre émission. Notre invité est bien installé et avec lui, on parlera de l'African Growth and Opportunity Act. Si vous voulez, l'AGOA, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela apporte à la Côte d'Ivoire? On en parle juste avant l'élément explicatif. L'African Growth and Opportunities Act, ou la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, se veut un accord de libre-échange qui permet aux pays africains subsahariens d'exporter de nouveaux produits vers les États-Unis sans taxe douanière, moyennant des engagements sur la bonne gouvernance et le respect des règles du droit international du travail. L'AGOA est un organisme américain qui est préparé ou organisé pour donner aux pays africains, aux pays du tiers-monde, la possibilité de commercer avec les États-Unis d'Amérique. Cet organisme ouvre le marché américain aux pays du tiers-monde, aux pays en voie de développement ou aux pays en émergence dont l'économie est en conformité avec les lois du marché. C'est une loi américaine qui donne le droit à tous les pays africains d'exporter sur le marché américain sans droit de douane. L'AGOA est une loi sur la croissance et les opportunités de développement entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. L'AGOA, je pense que c'est une loi sur la croissance et les opportunités de développement entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. Exclue de l'accord en raison des troubles politico-militaires, la Côte d'Ivoire a été à nouveau éligible après 2011, à savoir à la fin de la crise post-électorale. En effet, plusieurs éléments militent aujourd'hui en faveur de la Côte d'Ivoire pour bénéficier des avantages qu'offre l'AGOA. Au plan agricole, malgré la crise qu'elle a connue, la Côte d'Ivoire a toujours maintenu sa place de premier producteur mondial de fèves de cacao avec une production de plus d'1 200 000 tonnes, ce qui dénote de la solidité de ses fondamentaux. Au plan institutionnel, d'importantes réformes ont été entreprises pour rendre notre économie dynamique et compétitive, en mettant fin à certaines pratiques qui sévissaient dans le domaine agricole, en rendant plusieurs de nos institutions fortes et organisées afin de mieux réguler l'environnement des affaires. Alors, les conditions d'éligibilité, effectivement, il faut que ces pays avec lesquels les États-Unis veulent travailler soient des pays démocratiques
c'est-à-dire qui ont une économie qui obéit aux lois du marché. Les avantages de cette loi sont que les transactions sont facilitées et les pays qui adhèrent ont des ouvertures, de grandes ouvertures sur les États-Unis, par exemple en Afrique. Cette loi-là, AGOA, a des avantages énormes parce qu'elle va permettre à la Côte d'Ivoire d'attirer à elle des investisseurs américains de telle sorte à développer le secteur privé. Celui qui peut entrer sur ce marché-là a la possibilité de faire des bonnes affaires, de faire écouler ses produits sur ce grand marché et de faire en sorte que l'économie de ce pays-là soit en tout cas en croissance. Aujourd'hui, pénétrer l'AGOA, qui représente un des marchés de près de 300 millions d'habitants, servant pour les entreprises ivoiriennes d'améliorer la gamme et la qualité de leurs produits pour faire face à la concurrence internationale. Ce qui passe par une politique d'industrialisation innovatrice et axée sur la transformation de nos produits agricoles. L'AGOA, c'est aussi respecter et renforcer la démocratie et la transparence dans la conduite des affaires politiques. L'AGOA, c'est enfin permettre à la Côte d'Ivoire de se positionner en tant que locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest et d'entrer pleinement dans la libéralisation en diversifiant ses partenaires économiques sur les continents, particulièrement sur le continent américain. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, nous avons le grand plaisir d'avoir M. Gérard Amangwa. Il est directeur général adjoint de l'APEXI, l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire. M. Amangwa, bonjour. Bonjour. Alors, l'AGOA, c'est une loi, donc c'est ça. Qui vient du Congrès des États-Unis, qui existe depuis 18 ans maintenant. Mais avant d'en arriver à l'AGOA, il y a un contexte mondial. Hein. Bien sûr. Il y a une résonance particulière bien sûr. avec les dernières déclarations du président Trump par rapport à l'ALENA. Est-ce qu'il y a eu des incidences indubitables sur notre continent? Il faut dire que depuis l'année 2000, les États-Unis ont mis en place une politique commerciale sur l'Afrique. C'est cela qu'on appelle la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, l'AGOA. Et après 15 ans, il y a eu déjà après 10 ans, il y a eu une reconduction sur 5 ans. Et après les 15 ans, il a fallu réfléchir avec les pays africains pour pouvoir imaginer, disons, un schéma de préférence pour les 10 prochaines années. C'est ce qui a été fait. Donc cette loi, elle va exister jusqu'à 2025. Nous sommes en 2018, il nous reste 7 ans. 7 ans. Donc il faut dire aussi que les États-Unis aujourd'hui, avec l'administration Trump, est en train de réfléchir sur tous les accords commerciaux qu'ils ont avec et les pays et les régions. Notamment avec l'Amérique du Nord, vous l'avez vu récemment, l'administration Trump a augmenté les taux de douane de près de 15 à 25% sur les produits d'acier. Ce qui a provoqué le courroux du président Trudeau? Absolument. Donc en Afrique, il y a une réflexion qui est en cours. Et heureusement pour nous, la Côte d'Ivoire a été sélectionnée parmi les 7 pays qui devraient témoigner, donc participer à des auditions publiques qui sont faites en janvier-février. Et nous étions représentés par des experts de l'administration du commerce et de l'APEXI. Et pour faire partie de l'AGOA, il faut être éligible. Absolument. Quels sont les avantages à être éligible à l'AGOA? Bon, d'abord, l'éligibilité, je crois que le monsieur que vous avez interrogé a bien expliqué. D'abord, il y a la bonne gouvernance. Ça comprend tous les indicateurs de démocratie, de droit politique, de liberté publique. Et il y a aussi les critères, disons, à caractère économique. C'est-à-dire qu'il faut qu'un pays qui doit être éligible favorise le commerce, favorise la liberté d'entreprise, c'est-à-dire le capitalisme. Et c'est ce qui est fait, c'est ça. Alors, il y a une base d'indicateurs sur lesquels l'administration s'appuie pour évaluer l'éligibilité de chaque pays. Donc chaque année, il y a une liste qui est publiée. Et lorsque vous n'êtes pas sur la liste, ça veut dire que vous êtes éligible. Donc nous sommes éligibles depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. 2012 2011, fin 2011. Fin 2011. Voilà, fin 2011. Si, c'est octobre 2011. Ah ouais. Et donc chaque année, il y a une éligibilité qui s'apprécie. Et nous sommes éligibles aujourd'hui. Et nous pouvons participer, s'asseoir à la table de négociation. Oui, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on gagne? Non, mais la table de négociation, c'est important. Parce que si
Aujourd'hui, vous n'êtes pas sur la table de négociation, vous ne pouvez pas discuter d'accords commerciaux. Aujourd'hui, on a des problématiques que je vais vous rappeler rapidement. Le travail des enfants, par exemple, l'accès au marché américain, parce qu'il y a des mesures tarifaires, des mesures non tarifaires, des obstacles au commerce international. Donc, il faut que vous soyez assis sur la table de négociation avec les Américains pour pouvoir discuter. C'est pour cela que chaque année, voilà, c'est pour ça que chaque année, il y a un forum annuel de coopération économique et commerciale entre les États-Unis et l'Afrique. Et l'année dernière, ça s'est passé à Lomé. L'année d'avant, c'était aux États-Unis. Chaque année, c'est de façon... c'est tournant. C'est tournant. C'est aux États-Unis et en Afrique. Et nous nous sommes positionnés pour organiser le prochain forum à Goa, en Côte d'Ivoire, en 2019. Alors, ce sont plusieurs pays. Est-ce que les pays viennent avec des problèmes communs ou bien chacun vient avec ces difficultés qu'il met sur la table? Disons qu'il y a plusieurs niveaux de négociation. Hein. Bon, nous avons des ambassadeurs qui sont accrédités aux États-Unis, donc il y a un forum des ambassadeurs des pays éligibles qui échangent avec l'administration américaine tous les 3 mois. Et nous avons aussi le secteur privé qui est assez actif, que ce soit au niveau de chaque pays ou au niveau des organisations industrielles qui sont mises en place, notamment le textile, le cacao. Vous savez, nous sommes aussi quand même l'un des pays les plus importants au niveau du cacao. Donc, si nous avons aujourd'hui le ICCO en Côte d'Ivoire, ça veut dire que nous sommes sur la table de négociation, notamment dans le cadre de l'accès au marché. Parce que nous finançons aujourd'hui 30% de la demande américaine, mais nous voulons aller plus loin. C'est pour ça que vous avez eu récemment des visites du vice-président aux États-Unis pour essayer d'accélérer le partenariat avec des industriels américains. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur les avantages. Oui. C'est bien, on est assis à la table, on a voix au chapitre, mais concrètement, qu'est-ce que le pays gagne? D'abord, le pays gagne en visibilité et en présence sur la table, ça je l'ai dit. C'est important parce qu'avant 2011, on n'était pas présent sur la table. On ne pouvait pas discuter avec les États-Unis. On ne pouvait pas avoir des prêts au niveau pas de la Banque mondiale, mais d'autres organismes américains. On n'était pas fréquentable, si vous voulez. Mais maintenant, au niveau des entreprises, je pense que c'est ça qu'il faut entrevoir. Les entreprises, nos PME, qu'est-ce qu'elles gagnent? Elles gagnent d'abord le fait que tous les produits qui sont exportés sur le marché américain sont exportés sans droit de douane. Super. Les États-Unis renoncent à près de 17% de revenus en termes de droit de douane. Ça veut dire que si vous avez un produit qui est vendu sur le marché américain à X dollars, normalement, selon le système normal, dans le cadre de l'éligibilité de votre pays, vous vendrez ce produit à X dollars moins 19%. Ça vous fait gagner en compétitivité sur le plan des prix. Par rapport à un pays qui a les mêmes produits que vous, pour lequel vous n'êtes pas éligible. En fait, c'est ça c'est le premier. Maintenant, c'est l'accès de façon large, parce que c'est sans quota. Ça pose le problème de la capacité de production. Et il a été démontré depuis une dizaine d'années que nos pays n'ont pas bénéficié pleinement des avantages. Ça, c'est un constat. Tous les pays ont reconnu, l'Union africaine l'a reconnu. C'est pour cela qu'on a demandé à chaque pays d'élaborer, d'adopter une stratégie nationale à Goa. Mais tous les secteurs d'activité ne sont pas concernés par cet échange-là. Quels sont les secteurs? Tous les secteurs, c'est 6400 produits. 6400 produits. De tous les secteurs ça dépend de la capacité d'un pays. Si vous prenez l'Afrique du Sud elle produit des turbines d'avions. Donc elle peut exporter, elle produit des voitures. Donc ces voitures ont accès au marché américain. Nous, en Côte d'Ivoire, nous produisons du cacao, du café, du caoutchouc naturel. On a une série de produits, à peu près 80. Et donc ces 80 ont la possibilité d'accéder sur ces marchés-là sur la base de ce que je viens d'expliquer. Ça dépend de la capacité. C'est pour ça que je pense qu'il faut tenir compte du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, contexte économique, qui nous amène, qui nous conduit vers une émergence de notre économie avec des capacités importantes en matière d'industrialisation. Vous comprenez? Tant que nos pays ne procèdent pas à l'industrialisation, sinon à la transformation de leurs produits, ça va être difficile justement de pouvoir bénéficier pleinement
de ces avantages. Justement, on a parlé des produits exportés. Il y a des produits qu'on exporte de façon traditionnelle, mais quels sont les produits à fort potentiel? Ben, écoutez, nous avons fait des études au niveau de l'APEXI, au niveau du ministère du Commerce. Aujourd'hui, on peut dire que les produits concernent principalement les produits agroalimentaires, sur lesquels nous devons insister. Nous avons par exemple aujourd'hui le cacao. On peut transformer le cacao en plusieurs types de produits. Vous voyez sur les marchés internationaux des tablettes, vous voyez de la confiture, vous voyez un certain nombre de sous-produits. Ça peut être même utilisé dans l'industrie cosmétique. Donc, on revient toujours au même problème. Comment transformer justement nos matières premières? Vous prenez par exemple l'hévéaculture. L'hévéaculture, ça nous permet d'avoir des produits primaires. Ça peut être le gel de caoutchouc, ça peut être aussi le pneus, ça peut être aussi des gants. Je peux aller plus loin si vous voulez, mais je préfère m'arrêter là. Mais il y a des possibilités, toute une panoplie. C'est à nous, au niveau des pays africains, de nous impliquer à fond dans la transformation. Et ça, c'est le plus grand défi pour nous. On a un marché énorme de 300, comme l'a dit, 340 millions, je dis, précise bien 340 millions de consommateurs. Alors, si vous arrivez à exporter sur le marché américain, vous pouvez exporter partout dans le monde. Qui peut le plus, peut le moins. C'est pour cela qu'au niveau de l'APEXI, nous avons un centre de ressources à Goa qui est une plateforme d'assistance et d'accompagnement des PME qui ont un fort potentiel pour nous. C'est ce que nous faisons. Et Dieu merci, je pense qu'avec l'assistance de l'USAID, tout à l'heure, en off, vous parlez de l'assistance, mais l'assistance, elle est nécessaire, mais ce n'est pas seulement de l'argent. C'est la technologie, c'est l'expertise, c'est ce que nous recherchons. À vous entendre parler, on a l'impression que tout est rose. Hein, non, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Quelles sont les contraintes? Bon, les contraintes, la première des contraintes, c'est qu'à l'époque, lorsque nous étions éligibles et après nous sommes sortis, nous avons eu la première contrainte qui était le fait de l'évolution de l'éligibilité en dents de scie. Depuis 2000, vous comprenez, en 2000, on avait le coup d'État. Nous sommes revenus en 2002, nous avons eu l'éligibilité. En 2005, nous sommes sortis. Nous sommes revenus après 6 ans d'absence, en 2011. Et aujourd'hui, nous avons une sorte de stabilité politique qui nous permet d'avoir une certaine visibilité. Donc, ça, c'est la première contrainte. Il faut qu'on évite aujourd'hui de tomber dans une situation d'instabilité politique pour que la croissance puisse poursuivre son cours. Ça, c'est un. De deux, il faut que nous ayons des moyens pour accompagner les PME. Parce que les PME produisent, c'est un potentiel, mais ce n'est pas assez important pour attaquer le marché américain. Bien sûr, ces PME vont aller sur des niches de marché. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire pour commencer. Mais il faut se dire que nous n'avons encore que 7 ans. Après 7 ans, je ne suis pas sûr, franchement, que ces dispositions qui sont avantageuses puissent être maintenues. Bon, il y a des discussions pour le moment. Monsieur Amangwa, vous parlez de 7 ans. Moi, je parle de 1960. Depuis, on ne transforme pas en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour la Goa? On n'arrive même pas à transformer. Non, mais c'est une opportunité. Il y a des pays qui exportent aujourd'hui. 1960 quand même. Il y a des pays qui exportent. On n'arrive pas... Je vais vous donner un exemple. Est-ce que ça ne nous fragilise pas sur Non, ce sont les relations... même de transformer ces... Ben, écoutez, si vous parlez depuis 1960, en 60, il n'y avait pas d'industrie en Côte d'Ivoire. C'était des produits importés, des substitutions que nous avons ici, que nous avions ici. Aujourd'hui, il y a une évolution. Je pense qu'il faut voir dans la perspective peut-être d'une trentaine d'années aujourd'hui. Laissons la Goa, parlons de l'après-Agoa, parce que c'est ce qui nous a été demandé. Il ne faut pas qu'on pense seulement à l'Agoa, mais à l'après-Agoa, beyond Agoa. Oui. Et je pense qu'à ce niveau-là, nos États ont bien compris qu'il faut se lancer dans l'industrialisation. Franchement. Absolument, absolument. Et qu'est-ce qui se fait pour que cela soit possible? Bon, moi, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Je pense que nous avons une politique d'industrialisation qui se met en place. Nous avons qui se met en place progressivement dans le cadre du PND, puisque nous devons transformer industriellement notre pays. Vous avez vu l'arrivée de plusieurs investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire dans tous les secteurs d'activité. À l'époque, on avait combien de cimenteries? On n'avait que 2 cimenteries. Aujourd'hui, nous avons 5 ou 6. Nous avons des industries de transformation, que ce soit au niveau de certains produits agroalimentaires, l'huile végétale, par exemple.
Et n'oubliez pas que nous sommes très, très actifs dans la sous-région. Hein. Mais le monde attend qu'on puisse transformer nos produits. Mais bien sûr. C'est ce que le monde attend de nous depuis des années. Mais là, vous vous adressez... Oui, je pense qu'il faut s'adresser aux politiciens. Nous ne sommes que des experts. Oui, mais vous avez l'habitude de parler avec eux. Donc, comme vous êtes sur ce plateau, vous avez l'habitude de parler avec eux, des réunions. Le monde entier attend ça. Quand la Côte d'Ivoire saura faire ça, je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui est en train d'être fait progressivement. Mais chaque année, on nous dit la même chose. Bon, je pense qu'il faut voir aussi, vous savez, ça fait quand même combien d'années nous sommes indépendants? Ah, je vous demande. Non, mais 60. Oui. En 60, on ne pouvait rien faire, de toute façon. Les pères fondateurs ont commencé, les autres continuent. Je crois que c'est une continuité qu'il faut voir. Il faut voir. Et puis, il ne faut pas être pressé. Comme on dit l'IOT, si vous êtes pressé, allez doucement. Non, mais c'est vrai qu'il ne faut pas être pressé, mais à un moment aussi, quand même, on a le droit un peu de s'inquiéter et de regarder. Alors, tous, nous sommes concernés, nous sommes interpellés, que ce soit les journalistes. Les entreprises sont concernées à plus d'un titre. Quelles dispositions pratiques les entreprises doivent prendre avant d'exporter vers les États-Unis? Bon, nous avons deux types de PME exportatrices. Nous avons des PME qui exportent déjà. Il y a des PME qui exportent, on a plus de 300 entreprises qui exportent dans le monde entier. Super. Nous avons une base de données qui nous permet de distinguer celles qui exportent sur des marchés différents, que ce soit Europe, Amérique, Afrique. Donc on a des entreprises qui exportent déjà, que ce soit dans la sous-région ou aux États-Unis. Alors, nous, notre stratégie, la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement avec l'accord, avec l'appui du secteur privé et de la BAD et de l'USAID, c'est de dire, dans un premier temps, essayons d'accompagner une cinquantaine ou une centaine d'entreprises qui sont prêtes à exporter. Parce qu'il faut que ces entreprises qui exportent soient accompagnées. Donc ça, c'est un. Donc deux, nous avons des entreprises qui ont un potentiel. Dans tous les secteurs, vous avez cité, je cite aussi le textile, n'oublions pas, le textile, l'habillement. Mais ces entreprises ont un potentiel, mais elles n'ont pas encore une visibilité pour aller sur des marchés internationaux. Donc celles-là, elles ont aussi un autre programme que nous allons mettre en place, puisque la stratégie a été adoptée le 31 octobre 2017 et présentée devant le Premier ministre qui a donné son avis. Et donc cette stratégie va être mise en œuvre certainement cette année. Nous attendons d'avoir les moyens pour pouvoir justement mettre cette stratégie en œuvre. Et qui va bénéficier de cette stratégie? Les entreprises, quels sont les critères de sélection? Oui, je vous ai dit tout à l'heure, c'est celles qui sont prêtes à exporter. Mais qui? Ben, vous avez l'agroindustrie, l'agroalimentaire, le textile, l'artisanat. Tout le monde. Voilà. Ben, celles qui seront à même d'exporter, que nous suivons et qui présentent des dossiers qui sont en mesure d'être financés. En fait, nous ne finançons pas. Justement. Le métier du conseil à l'exportation, c'est de donner des informations sur le marché. De préparer les entreprises au cadre. Bien sûr. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par le marché américain. Hein, regardez bien. Il y en a qui exportent beaucoup dans la sous-région ou sur les marchés européens. Ce n'est pas tout le monde. Donc il faut les amener d'abord, il faut les sensibiliser sur, disons, les avantages qu'ils peuvent tirer justement de ce marché. C'est un marché vaste. Oh, absolument. Comprenez? M. Amangwa, oui. Vous aviez dit tout à l'heure que pour être éligible, il faut respecter un certain nombre notamment les droits de l'homme, la démocratie. Alors, la Côte d'Ivoire, on peut dire ce qu'on peut dire aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire respecte, remplit toutes les conditions à 100%. Oui, puisque j'ai dit que nous sommes éligibles. Oui. Et puis, mieux, dans le cas du MCC, je ne sais pas si vous connaissez, mais le MCC, les critères sont presque identiques et plus corsés. Et la Côte d'Ivoire est éligible au compact. Les deux bras du programme américain, c'est la coopération commerciale et la coopération pour investir dans les projets structurants, qui est le MCC. La Côte d'Ivoire est éligible à ces deux programmes. Je pense que la Côte d'Ivoire respecte. En tout cas, il faut faire mieux, si tu voulais. Parce que nous sommes comparés à 48 pays, dans le cadre de 44 pays dans le cadre du MCC, et à 47 pays, puisque nous sommes le 48e pays, dans le cadre de l'AGOA. Donc, je pense que nous respectons. Alors, est-ce que vous avez réussi à quantifier, à évaluer l'impact de l'AGOA sur les performances des exportations? Absolument, absolument. Parce que en 2002 déjà, nous exportions pour à peu près 130
137 millions de dollars en avantages préférentiels. Je ne parle pas du montant des exportations. Le montant des exportations avoisine à peu près 1 milliard de dollars. Bon an, mal an. C'est-à-dire depuis 2002 jusqu'à 2017. Comprenez? Mais la part qui est réservée justement aux avantages préférentiels AGOA, aujourd'hui a baissé, c'est vrai. Elle est de à peu près 31 millions de dollars parce que les produits pétroliers ne sont plus exportés vers les États-Unis. C'est les produits pétroliers, comme je vous le disais, pour être aussi, s'ils sont raffinés, sont exportés vers les États-Unis et bénéficient des avantages. Donc, nous, notre objectif, c'est d'ici 2022, je parle là au nom de l'État, si vous voulez, parce que bon, c'est le ministère en charge du commerce qui a travaillé sur la stratégie avec l'appui de la PEXI. D'accord. Et d'ici 2022, c'est de booster ce niveau-là jusqu'à 4 fois, c'est-à-dire 4 milliards de dollars. Donc c'est une ambition qui a été, je vais dire, corroborée par l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous attendons les moyens pour travailler. Ça nécessite beaucoup de réformes. Hein. Non, pas de réformes. Parce que d'aucuns disent souvent que l'AGOA est un outil commercial d'incitation aux réformes. C'est-à-dire que ça amène aussi chaque pays à se regarder dans la glace, à pouvoir améliorer bon nombre de choses. Bien sûr, je peux vous citer certaines réformes qui ont été mises en œuvre. Il faut poursuivre dans le cadre du suivi du travail des enfants. C'était un problème. C'est pour ça que je vous parlais tantôt de l'accès au marché américain. Nous avons aussi plusieurs réformes qui ont été faites dans le cadre du MCC, parce que le MCC et l'AGOA, c'est à peu près la même chose. Et donc, dans le cadre du MCC, il y a plusieurs réformes qui ont été faites, notamment en matière de bonne gouvernance. Tout à l'heure, on parlait de caisse noire, mais en matière de bonne gouvernance. Hein, c'est ça. Parce que nous ne pouvons pas venir investir dans votre pays ou travailler avec vous si les critères de bonne gouvernance ne sont pas respectés. Donc, à ce niveau-là, la Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts depuis 2013 et nous sommes aujourd'hui, nos indicateurs sont ouverts. Mais tout n'est pas rose, il y a encore des efforts à faire quand on vous écoute. Bien sûr, bien sûr. Moi, je vous dis qu'il faut qu'on ait une base industrielle très élargie, notamment en matière d'agro-industrie et d'agroalimentaire. Non seulement pour attaquer le marché sous-régional, parce que dans le cadre de l'AGOA, il parle aussi du marché sous-régional, surtout en s'impliquant dans les chaînes de valeur. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer que la Côte d'Ivoire et le Ghana font 60% de la production mondiale de cacao. Il serait intéressant que ces deux pays puissent travailler ensemble. Et je crois que c'est ce qui a été fait dernièrement lorsqu'il y a eu la commission Côte d'Ivoire-Ghana pour réfléchir sur les voies et moyens pour pouvoir faire avancer justement cette offre au niveau mondial. Et des accords ont été trouvés? Oui, je pense que les consultations se poursuivent. Non, pas seulement sur le cacao, il y a eu aussi le pétrole, il y a eu aussi l'agriculture, il y a un certain nombre de filières sur lesquelles les deux pays ont à peu près le même potentiel. Donc il faut travailler ensemble dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Merci beaucoup à vous, monsieur Gérard Amangwa. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint marketing, communication, développement et relations publiques de l'APEXI, qui est l'association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire. Gageons que tout cela va profiter à notre pays et surtout, on ne le dira jamais assez, profiter donc à nos entreprises qui vraiment ont besoin de soutien et ont besoin vraiment d'un cadre qui puisse leur permettre de s'épanouir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Écoutez, bonne semaine à vous aussi. Travail ce matin. Oui, nous y sommes déjà depuis 3h45. Allez, avec beaucoup de plaisir, on se retrouve, Dieu voulant, demain. Toujours avec la même fougue, le même entrain et la même joie. Tout de suite après, on aura bien sûr Alix Kokola qui va nous égrener un peu ce qui va se passer au niveau des informations, au niveau de tout ce qui est programme RTI. Et puis, retrouvez-nous sur rti.ci, sur Facebook, sur Instagram. Merci et très très bonne journée. Audio Jungle.